Alors la mise en place de nouvelles politiques de l'autonomie suppose de repenser notre système de protection sociale. Un premier pas a été réalisé, on le disait dans la séquence précédente, au travers de la mise en place d'une 5e branche de sécurité sociale, mais il reste de nombreuses étapes pour que celle-ci devienne réalité. Quels sont les prérequis nécessaires pour enfin transformer l'essai? Pour répondre à cette question, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Stéphane Corbin, directeur adjoint de la CNSA, et Étienne Petit-Mangin, président de la commission autonomie et citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées de l'UNIOPS. Alors première question que j'aimerais vous poser, Étienne Petit-Mangin, sur ce lien entre justement la mise en place de politiques de l'autonomie ambitieuses et la nécessité de repenser notre système de protection sociale. Pourquoi ces deux éléments sont particulièrement liés? Alors, merci Antoine. On parle de 5e branche. Peut-être faut-il rappeler les 4 premières, oui, qui datent de l'après-guerre. C'est le fondement de notre système de protection sociale, de notre solidarité en France. Il y a 4 branches, la famille, la maladie, les accidents du travail et la retraite. Un système qui est fondé sur un principe simple qu'il faut aussi rappeler: chacun contribue suivant ses moyens et chacun reçoit suivant ses besoins. On peut le dire en termes très simples. L'idée de créer une 5e branche, c'est bien sûr répondre au mur dont on parlait tout à l'heure, oui, le fameux mur démographique qui de toute façon arrive, parce que s'il y a une science qui est prévisible, c'est bien la démographie. Sauf catastrophe mondiale, voilà. On sait que de toute façon, à partir de 2030, enfin, ou même lors de ce quinquennat, Serge Guérin l'a très bien évoqué tout à l'heure. Il parlait de 2026. Hein, voilà, ouais, on a cette question-là. Donc, pour dire les choses là encore en termes simples, nous avons une obligation de trouver des réponses. Et je reviendrai sur la question du financement, parce que si on ne trouve pas les réponses, ça nous coûtera beaucoup plus cher. Alors, vous l'avez rappelé, il y a des prémices de cette 5e branche depuis quelques années. Et en 2020, c'est vrai que le Parlement et l'exécutif a confié à la CNSA la responsabilité de mettre en place cette 5e branche. Moi, je voudrais juste insister pour dire que c'est nécessaire mais pas suffisant. Et que depuis 2020, et on le voit bien, et nous l'avons évoqué cet après-midi, il y a la nécessité d'exprimer une ambition collective à ce défi. Voilà. Et c'est tout à fait majeur, parce qu'autrement, on en restera à quelques considérants techniques qui ne feront pas véritablement avancer les sujets au fond. Voilà. Très bien. Je reviendrai ensuite. On va poursuivre parce que je sais qu'il y a énormément d'éléments qu'on va évoquer, notamment sur le fait de savoir si effectivement c'est une révolution ou pas une révolution, cette création de 5e branche. On va l'évoquer. En tout cas, elle s'impose. Ouais, voilà. Tout à fait. Mais je voulais justement faire réagir Stéphane Corbin sur ce fameux lien entre l'élaboration de politiques d'autonomie et la nécessité de repenser notre système de protection sociale. Étienne Petit-Mangin nous rappelait les fameux 4 premiers risques issus de 1945. Est-ce que maintenant il faut franchir ce cap d'aller vers ce 5e risque et est-ce que ça implique vraiment une réflexion nouvelle autour de notre système de protection sociale? Oui, la 5e branche ou le 5e risque, même s'il y a des risques, il y en a plus que 4 et donc plus que 5, il est arrivé tardivement, hein, puisque Étienne y fait référence, les 4 premiers, même dans des constructions progressives, mais sont issus de l'après-guerre et la 5e branche a été créée en 2020. Mais c'est aussi la nature, et vous avez raison d'insister là-dessus. C'est-à-dire que la protection sociale en France, et plus singulièrement ce qui est le plus cher de cette protection sociale, la sécurité sociale, a été conçue pour finalement faire face à des accidents de la vie ou à des événements particuliers, la constitution d'une famille, le départ en retraite, et pour pouvoir couvrir
soit des pertes de revenus, soit des coûts supplémentaires liés à cet événement-là. Et la cinquième branche a en elle-même, d'ailleurs, lors du débat parlementaire, évolué dans sa conception, puisque ce n'est pas que de la sémantique, elle était conçue comme une branche dépendance. Fait justement un peu sur le modèle des 4 premières, de dire il arrive un événement particulier et il convient de le couvrir, l'entrée en EHPAD, l'entrée dans la dépendance. Et le débat parlementaire, et c'est fort heureux, et les échanges que vous avez eus sur le plateau avant nous le montraient bien, il s'agit de couvrir finalement le soutien à l'autonomie, c'est-à-dire de permettre tout au long de la vie, de la naissance finalement jusqu'à la mort, l'autonomie des personnes. Et donc il faut plutôt concevoir un système de protection sociale longitudinal plutôt que de le concevoir uniquement sur des événements particuliers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de couvrir ces événements particuliers, mais c'est l'approche même de la sécurité sociale qui s'en trouve bouleversée, le soutien à l'autonomie, et de devoir peut-être réinterroger à la fois les risques couverts, mais aussi la manière dont ces risques s'articulent. Et il n'est pas d'ailleurs du tout surprenant que la CNSA, qui existait avant la 5e branche, gérait déjà des crédits venant de l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une porosité finalement entre les risques et la manière de les couvrir, et nous pensons même que ça vaut entre les différentes branches de la sécurité sociale, mais ça vaut aussi pour l'ensemble des politiques publiques. Tout à l'heure, on nous invitait à repenser la ville au gré du vieillissement de la population. Eh bien, c'est d'autres politiques publiques qu'il faut mobiliser aux côtés de la sécurité sociale. D'accord, très bien. Alors, justement, vous évoquiez une vision très originale, justement, au travers de cette approche, de cette fameuse, que propose cette approche de la 5e branche de sécurité sociale. Est-ce qu'on peut dire, parce que l'événement, le vote de cette loi en août 2020, a fait parler, mais a fait parler dans le secteur très particulier de gens qui connaissent effectivement le secteur des personnes âgées. Est-ce qu'on peut parler de véritable révolution quand même, avec la création, la naissance de cette fameuse 5e branche ? Alors, il ne faut pas bouder non plus notre plaisir. Je pense que pour beaucoup, on souhaitait l'arrivée d'une branche autonomie et que c'est une étape importante. Je pense que les historiens de la protection sociale, dans une cinquantaine d'années, parleront d'août 2020. Donc il ne faut pas négliger cet élément-là, qui rappelle quand même dans son article que la nation prend en charge de manière universelle et solidaire le soutien à l'autonomie. C'est donc une ambition qui est relativement importante. Par contre, tout le monde en conviendra, c'est que la loi du 7 août 2020 n'est pas autoporteuse en soi de droits nouveaux, et que tout reste à faire, et c'est en ce sens où, si elle invite très fortement un changement de paradigme, c'est-à-dire à un véritable impact sur les personnes ou sur la manière dont on conçoit justement cette politique de l'autonomie, ce n'est pas la loi seule qui le permet. Elle donne des missions nouvelles à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle invite finalement tout le monde à évoluer, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, vous savez que lorsque a été élaborée cette loi, a été demandé dans le même temps qu'un rapport soit remis au Parlement pour en définir à la fois le périmètre, la gouvernance et le financement. Ce rapport a été fait par Laurent Bachet, l'ancien directeur de la CNSA, et qui le disait lui-même que pour que finalement cette révolution existe, ou pour que cette promesse existe, il y avait plusieurs des événements incontournables. Le premier, Dominique Libaud y a fait référence, c'est qu'on ne peut pas parler de branche de la sécurité sociale et donc de régime universel sans réinterroger l'équité. Et donc sans s'assurer que les prestations soient couvertes en tout point du territoire et dans une qualité
si ce n'est égal, au moins maîtrisé. Le deuxième élément fort que mettait en évidence Laurent Bachet, c'est la nécessité aussi d'une meilleure visibilité de ce droit et de cette branche de la sécurité sociale. C'est tout l'enjeu du service public de l'autonomie qui reste à construire. Puis le troisième, mais je pense que Étienne Petit-Mangin en parlera, c'est qu'il faut des financements qui soient à la hauteur des besoins identifiés de la population, alors que nous sommes encore peut-être un petit peu loin du compte en la matière. D'accord, très bien. Étienne, sur cette question de la révolution, cette question des conditions à réunir pour que justement cette cinquième branche devienne la révolution qu'on nous promet, est-ce que vous partagez la vision de Stéphane Corbin et quels seraient les éléments, les quelques éléments justement qui pourraient nous permettre de faire de ce vote de la loi d'août 2020 une véritable révolution? Oui, je partage intégralement ce qu'a dit Stéphane, bien entendu. Et j'aime bien ses propos. C'est plus une promesse qu'une révolution aujourd'hui. Il y a des prémices, mais aujourd'hui, évidemment, le compte n'y est pas. Je voudrais souligner au moins 4 ambiguïtés qu'il faudrait lever, même s'il n'y a pas de débat public, et ça a été évoqué dans cet après-midi, on sent, quand on en parle, plusieurs ambiguïtés sur le sujet. Alors, évidemment, la question du financement. Voilà. Est-ce qu'on est sur une évolution technique ou une vraie révolution parce qu'il y aura des moyens, parce qu'il y a une vraie prise de conscience et un vrai enjeu sociétal. Voilà. Une mobilisation des contribuables autour de Absolument. Autour de tout ça. C'est la question de l'acceptabilité de l'impôt. Encore faut-il qu'il y ait un débat, des explications et une claire conscience de ce mur ou de ces défis que nous avons apportés ensemble. Voilà. Ça, c'est la première ambiguïté. Voilà. J'ai beaucoup milité pour dire pendant des années, il y a beaucoup d'argent mobilisé sur les personnes âgées, sur les personnes handicapées. Il faut mieux le mobiliser et on peut faire plus. Aujourd'hui, c'est juste pas possible. Voilà, on ne peut plus tenir ce discours-là. Il faut de l'argent, ne serait-ce que pour des raisons démographiques. La deuxième ambiguïté qu'il faut lever, c'est est-ce qu'on est uniquement personne âgée, le défi de l'âge, ou une approche beaucoup plus large, beaucoup plus sociétale, comme on le dit, sur le soutien de toute personne en risque de perte d'autonomie. Voilà. Il y a un vrai sujet. Voilà. Parce que dans le débat public, les rares fois où il existe, on parle de l'âge. Mais voilà. Juste peut-être dire que la création récente d'un ministère commun, personnes âgées, personnes handicapées, est quand même un signe positif que nous attendions beaucoup, et en particulier à la CNSA, parce que ça correspond tout à fait à l'approche convergente de la CNSA. Troisième ambiguïté, finalement, au bout du compte, est-ce qu'on veut lutter contre la dépendance ou soutenir l'autonomie ? C'est pas exactement pareil. On l'a dit aussi cet après-midi. Mais il y a quand même, et on le voit dans la sémantique, dans les propos de ceux qui y interviennent, et y compris les rares fois qu'on l'entend au Parlement, ambiguïté sur le sujet. Et il faudra bien arriver à dire que ce que nous souhaitons, c'est véritablement de mobiliser tous les moyens de soutien à l'autonomie et pas simplement avoir une approche. Voilà. Et puis c'est cette fameuse approche sur la durée dont parlait Stéphane Corbin. Absolument. Je crois que l'ensemble des intervenants cet après-midi l'ont bien montré. Et puis, quatrième ambiguïté que je souligne là au passage, c'est cette question du domicile. Tout à l'heure, on a parlé 3 fois le domicile. Alors, là, pour le coup, je peux peut-être exprimer une nuance ou un avis divergent. Oui, tout à fait. On dit beaucoup que les personnes, nous souhaitons tous rester vivre le plus longtemps possible à notre domicile. Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait exact. Nous voulons rester vivre chez nous. Bien sûr. On veut vivre chez soi. Et ce qui est intolérable, c'est de vivre dans un espace où on n'est plus chez soi. Voilà. Et l'enjeu, de mon point de vue, n'est pas tant de maintenir à tout prix les personnes dans leur domicile familial, que de faire en sorte que là où ils et elles vivent, ils soient
chez eux et chez elles. C'est ça qui est important. Et il y a un enjeu énorme de transformation des établissements de ce point de vue-là. Voilà aussi ce que la promesse de cette 5e branche, de cette loi, voilà, qu'on sorte de ces ambiguïtés pour en faire vraiment quelque chose de très structurant, très important dans la vie des personnes. D'accord. Si on a, à partir du moment où on a levé toutes ces ambiguïtés, puisque Stéphane Corbin l'évoquait, comment est-ce qu'on peut faire pour que cette fameuse 5e branche, cette loi votée de manière relativement confidentielle, ait de vrais impacts sur le quotidien des personnes âgées et des personnes en situation de handicap? C'est-à-dire que qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur le quotidien, sur la vie des gens, cette fameuse 5e branche de sécurité sociale? Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte de l'ampleur du changement dans le quotidien. Alors, j'aimerais donner 2-3 exemples. Ouais, c'est important, je représente l'UNIOPS au conseil de la CNSA, et le conseil de la CNSA a beaucoup travaillé, continue à beaucoup travailler sur la mise en place de la 5e branche. Dans la promesse de cette affaire, il y a quelque chose d'assez important. Accompagner les personnes fragiles, c'est s'intéresser à leur lieu de vie, le domicile dont on vient de parler, leur chez-soi, chez elles. Il y a les questions de santé, il y a les questions de services divers et variés qu'on peut apporter. Et d'accessibilité à ces services. D'accessibilité à ces services. Ouais, tout à fait. Et je dirais d'équité dans l'accès à ces services. Et puis, il y a une question essentielle qui a aussi été abordée, c'est la question de la présence, du présentiel. Voilà. C'est une activité aujourd'hui qui n'est absolument pas financée, dont on sait bien que c'est hyper important, mais qui aujourd'hui doit être réfléchie. Et ça changera véritablement la vie des personnes. Et on l'a dit sous de multiples formes cet après-midi, si les personnes ne sont pas uniquement considérées comme des objets de soins, mais comme de vrais sujets de vie, de citoyenneté et de participation à la vie citoyenne de notre pays. C'est quand même sur le fond quelque chose d'important. Alors ensuite, il y a des questions plus, non pas techniques, mais peut-être un peu plus précises. Pour le coup, sur le domicile, aujourd'hui, une personne en difficulté reçoit la visite d'une auxiliaire de vie, d'une aide-soignante et d'une infirmière, parfois 3 fois par jour. Et des fois pas les mêmes. Et des fois pas les mêmes. Ouais, autant de personnes qui rentrent dans leur intimité. Ouais, tout à fait. Est-ce que ce 5e risque ne serait pas l'occasion de simplifier tout ça, de créer de la porosité, de créer pas simplement de la coordination, mais de la délégation de tâches? C'est possible quand on y travaille. D'accord. Pour diminuer le nombre de personnes. Et tout ça aussi, et je le redis à ma façon, pour dire que le cœur du métier de tous ces professionnels, c'est bien l'accompagnement, c'est bien la personne, c'est bien le compagnonnage avec des personnes. Et ça, c'est quand même une promesse, un enjeu très très important. Juste encore un mot sur les EHPAD, que je ne sois pas frustré, non, mais, parce que on parle beaucoup de la médicalisation des EHPAD. Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée? Il y a besoin, bien sûr, de médicaliser. Mais aujourd'hui, il y a un clivage entre l'hôpital, la médecine de ville et la médecine à domicile. Est-ce que ce n'est pas pas la porosité, mais la fluidité de tout ça qu'il faut travailler. Voilà. Pour dire qu'il y a des sujets très techniques, mais très ambitieux dans cette affaire de 5e branche. Très bien. Stéphane Corbin, moi je voulais vous faire réagir justement à cette idée que défend Étienne Petit-Mangin, que cette 5e branche peut être aussi une occasion de revisiter nos manières d'accompagner justement les vulnérabilités, grand âge, mais aussi handicap. Est-ce que vous partagez cette vision que si on s'intéresse au quotidien de ceux qui vont bénéficier de cette 5e branche, c'est les modes d'accompagnement en fait, c'est une réflexion qu'on doit tous avoir, réfléchir à d'autres modes d'accompagnement. Dominique Libaud aussi évoquait la coordination des acteurs. Est-ce que, à votre avis, ça sera le grand défi, la vraie conséquence sur la vie des gens, ce Big Bang de l'accompagnement, on va dire? Oui, je partage évidemment les propos d'Étienne Petit-Mangin sur la manière de concevoir l'accompagnement. C'est vrai qu'il faut sortir de cette fausse bonne idée qui serait de dire que
l'approche des politiques de l'autonomie doit être conçue sur le maintien à domicile. Ce n'est pas le maintien à domicile l'enjeu, et Étienne l'a très bien dit, c'est de considérer que les accompagnements s'opèrent dans l'environnement de la personne et sont garantis dans l'environnement de la personne, où que soit cet environnement, et de sortir... C'est-à-dire qu'on peut être à domicile en EHPAD. Hein. Voilà. D'ailleurs, juridiquement, tout à fait. On est considéré comme étant à domicile. Juridiquement, on l'est, sauf qu'en EHPAD, on est hébergé. Ouais. Alors que ce que souhaite tout un chacun, et notamment pour les personnes âgées, mais ça vaut pour les personnes en situation de handicap, c'est comme tout un chacun, comme tout citoyen, on veut habiter. Et c'est une révolution parfois... Mathieu Grise avait travaillé sur l'EHPAD de demain et disait peut-être qu'on pourrait symboliser cette révolution-là, de dire, plutôt que le directeur de l'EHPAD dise « bienvenue chez nous », qu'il puisse dire « bienvenue chez vous ». Et à partir de là, vous voyez que vous repensez l'ensemble du modèle. Moi qui travaille beaucoup à la promotion de l'habitat inclusif, c'est exactement cette révolution-là qui, pour le coup, qui est opérée. Donc c'est une évolution du modèle qui est attendue. Mais derrière, d'ailleurs, cette évolution du modèle, c'est pas non plus que de la sémantique. C'est aussi, pour les personnes, la volonté d'exister, quelle que soit leur situation et leur vulnérabilité, et que l'on puisse prendre en compte demain dans les accompagnements la personne elle-même dans ce qu'elle est en tant que telle, et de ne pas concevoir des accompagnements en dehors de la personne. Ça, c'est un point important. Le second, et qui est peut-être d'ailleurs un défi encore plus important, c'est pour les personnes d'avoir confiance dans des prestations garanties et de qualité. Pourquoi ? Je le dis, c'est qu'aujourd'hui, si vous interrogez la plupart des personnes, ils vivent encore la perte d'autonomie comme un risque sur lequel se fonde toute une série d'incertitudes. Eh bien, je pense que si il y a une ambition dans la sécurité sociale, c'est de rompre cette incertitude pour qu'il y ait la certitude de l'accompagnement. Et c'est là que le chemin est encore long, c'est la question de l'équité, nous l'avons dit, c'est la question de la qualité des accompagnements, et puis c'est la question évidemment de l'attractivité des métiers du prendre soin, puisque aujourd'hui, quelle que soit d'ailleurs la qualité du service, nous le savons, de plus en plus, il y a un écart entre les prestations prescrites, c'est-à-dire celles qui sont évaluées comme correspondant aux besoins de la personne, et celles réellement réalisées sur l'ensemble du territoire. Donc on voit que ça, c'est des défis évidemment très importants. Et puis il y a une dernière question qui rejoint d'ailleurs toute la problématique du financement. Et qui, pour rompre aussi une partie de cette incertitude, c'est le reste à charge. On ne l'évoque pas suffisamment, mais Dominique Libault l'a très bien montré dans son premier rapport, aussi bien d'ailleurs en établissement, mais si nous souhaitons des accompagnements au domicile de la personne, et de qualité, notamment en développant la fonction présentielle qu'évoquait Étienne, ça suppose de réfléchir sur le reste à charge en fonction des revenus tel qu'il est calculé aujourd'hui avec les prestations qui sont couvertes par la branche. Donc c'est aussi des défis qui sont devant nous. D'accord, ces défis sont très nombreux, peut-être qu'ils se situent, on va dire, à moyen terme. Entre août 2020 et maintenant, et les 5 prochaines années, on va dire, quelles vont être les prochaines étapes de déclinaison de cette 5e branche et quels sont les, on va dire, je dirais pas les défis à très long terme, mais qu'est-ce qu'il va falloir lever comme obstacle maintenant, quels sont les défis à relever tout de suite, là, dans les 5 prochaines années, pour que cette 5e branche vive? Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude un peu de dire que cette 5e branche, créée comme ça en pleine crise, est un peu une coquille vide. Il y a quand même eu des premières réalisations. Je pense que nous n'avons jamais eu une loi de financement de la sécurité sociale millésimée comme 2022, portant autant de mesures. Ça ne veut pas dire qu'elle a couvert la problématique. Tout le monde réclamait une loi, mais elle a apporté beaucoup de mesures. D'abord, elle a initié
un nouveau mode de financement des services d'aide à domicile, mais elle a initié aussi une convergence des services. Sachez qu'il existe encore des services, des SIAD, des SAD, des SPASAD, etc. Oui. Nous devons aller, c'est l'exemple que donnait Étienne, des 3 personnes qui peuvent passer dans la journée sans qu'ils soient forcément coordonnés. Donc il y a eu des crédits sur la coordination, il y a des crédits pour la qualité de service, et puis il y a eu sur le modèle de l'EHPAD aussi la volonté de l'ouvrir à l'extérieur avec les centres de ressources territoriales et qui doivent initier un nouveau modèle. Et puis, pour ce qui est de la CNSA, la 5e branche, c'est aussi la concrétisation d'une première convention d'objectifs et de gestion que nous avons signée avec l'État et qui donne des perspectives relativement claires sur les 5 prochaines années, à la fois en trajectoire de moyens supplémentaires, aussi de moyens humains pour la CNSA. Je le résumerai très rapidement en 3 éléments. C'est garantir la qualité du service public de l'autonomie, et c'est des moyens justement pour accompagner les territoires vers la création de ce service public territorial. Ça, c'est un premier élément. Le second, qui est un vrai défi, c'est comment on engage véritablement cette approche domiciliaire et donc comment, là aussi, on transforme finalement notre offre vers une approche domiciliaire. Ça vaut pour l'EHPAD comme pour les services d'aide à domicile. Et puis une branche, elle ne se crée pas du jour au lendemain, vous l'avez dit, elle doit aussi s'outiller. Elle doit s'outiller et on sait que il est nécessaire, je ne dirais pas qui, mais une grande personnalité de la sécurité sociale disait une caisse de sécurité sociale du régime général, c'est des systèmes d'information et un réseau. Eh bien, je crois que nous devons travailler aussi à avoir des systèmes d'information qui donnent beaucoup plus d'éléments de connaissance sur les publics et effectivement une animation de réseau qui soit à la hauteur des enjeux de la sécurité sociale. Très bien. Étienne Petit-Mangin, beaucoup de choses ont été dites justement sur ces défis, on va dire, dans les 5 prochaines années. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous viennent en tête quand il s'agit justement de rendre cette 5e branche effective à court terme, on va dire, enfin, si on peut dire ça, 5 prochaines années? Oui. Je reviens un instant sur la nécessité d'une loi et d'un grand débat parlementaire sur cette question-là. C'est absolument nécessaire aujourd'hui, tout le monde en convient. On l'a pas eu, ce grand débat. On l'a pas eu, sans faire du tout de polémique. Après 2020, on l'a attendu, on nous a dit mais on peut faire beaucoup de choses sans la loi, c'est vrai. Sauf qu'à un moment, il faut quand même qu'il y ait un débat public. J'espère que cet après-midi, il contribuera aussi. Voilà. J'aimerais signaler un point qui pour moi est très important. Et terminer peut-être sur une note d'optimisme en ce qui me concerne. Je ne sais pas si les parlementaires ont tous réalisé qu'en confiant à la CNSA en 2020 la 5e branche, c'était pas tout à fait anodin. Parce que la CNSA n'est pas historiquement une administration comme les autres. Au moins pour 2 raisons. La première raison, c'est notre présence. Dans les autres branches de sécurité sociale, c'est une gestion paritaire qui date de l'après-guerre jusque dans les années 65-67. Voilà. Patronat, syndicat. Là, à la CNSA, au conseil de la CNSA, il y a les parties prenantes, les représentants des personnes, des acteurs. Et ça, c'est quand même tout à fait original d'une part, mais c'est la garantie qu'on a une co-construction, une construction qui tient compte, qui doit tenir compte de ce que vivent les gens. Alors, tout ça n'est pas idyllique dans le meilleur des mondes. Il y a des frottements, mais des frottements qui sont jusqu'à présent extrêmement intéressants et productifs à la CNSA. On a beaucoup discuté et on discute beaucoup et je trouve ça extrêmement passionnant. Et voilà. Et puis l'autre point, c'est que la CNSA n'est pas une administration descendante. Généralement, on fait une loi et on demande à l'administration de produire du règlement. Là. La CNSA n'est pas là-dedans. La CNSA pilote un réseau territorial qu'on est en train de renforcer, les systèmes d'information, les MDPH, mais la CNSA est dans un aller-retour et a cette
intelligence et cette délicatesse, je ne dis pas par flatterie, parce que je le crois vraiment, de tenir compte de la vie des acteurs de terrain. Voilà. Et à ce titre-là, l'UNIOPS, on s'y sent bien. Je le dis comme ça. Parce que entre l'UNIOPS et les URIOPS, il y a du débat. Mais c'est quand même dans ces allers-retours que le sens véritable voilà, se crée, et pas simplement à Paris dans les têtes pensantes. Tout à fait. Et puis peut-être que ce grand débat que vous évoquez, il a déjà commencé justement au sein des instances de la CNSA et que c'est important déjà d'en discuter. Donc messieurs, je vous remercie pour ces propos passionnants. Nous prenons tous conscience en vous écoutant de l'ampleur des défis qui se présentent à nous lorsqu'il s'agit d'envisager les politiques de l'autonomie dans les prochaines années. Espérons que le quinquennat, on l'a dit, qui débute sera l'occasion d'en relever certains. Je voudrais à présent remercier tous les techniciens, les équipes de l'UNIOPS ainsi que celles du Crédit Coopératif pour leur aide et leur soutien. Je salue également la participation active de nos spectateurs et vous signale que notre prochaine émission aura lieu le 20 octobre prochain. En attendant, vous pouviez, vous le savez, accéder à tous les replays de l'émission en vous rendant sur notre chaîne YouTube. Merci encore pour votre attention et bonne journée sur Solidarité TV.